parler de la mort, parler de la vie, parler de la trajectoire, s'arrêter sur le point d'interrogation, au fond, qui est dans le titre, puisque certains me disaient, mais comment es-tu arrivé à ce titre-là? Et je leur disais, à travers le petit exposé que je vais donner, où je vais tenter de prendre les lunettes du sociologue, de l'historien, du démographe aussi, pour mieux regarder la société et peut-être prendre l'air du temps. Et qu'est-ce qui fait que quand on arrive à la fin de la vie, il faut que ça se fasse vite? Qu'est-ce qui fait que quand l'enfant naît, on souhaite aussi que ça se fasse vite? Serions-nous dans la temporalité où le rapport au temps nous met mal à l'aise dans les enjeux? Et je vais entrer avec vous. Et vous savez, c'est à la fois très touchant pour moi, très gratifiant, et en même temps, c'est une responsabilité que d'assumer une réflexion et de recevoir vos parcelles de vérité dans le monde de valeurs et de repères dans lequel on est et qu'on côtoie pour être à l'aise dans les demandes que je présenterai dans les espaces d'inconfort, où je pourrais être le premier à dire « Docteur, il faut que ça finisse ». Je souhaiterais être entendu dans ma demande, puisque si nous avons beaucoup de savoir, nous ne savons pas mourir. Et je ne puis pas prétendre que tous mes schèmes, tous mes référents vont être présents dans le tsunami qui est l'entrée dans la fin de vie. Entendons-nous, tsunami pour certains et pour d'autres peut-être un espace calme et bienfaisant. Donc, si vous pouvez peut-être diminuer la lumière un petit peu, je vais prendre mon texte et je vais entrer dans le texte pour vous permettre, merci José pour ton apport, José, d'éteindre, si on peut peut-être éteindre un petit peu. De tous les organismes vivants, si on pouvait seulement laisser parfait. De tous les organismes vivants, seul l'être humain sait que la mort est inscrite dans son histoire à venir. On pourrait regarder les mammifères, on pourrait regarder les éléphants, on pourrait regarder les grands singes. Ont-ils une intelligence intérieure qui marquerait, quand on regarde le cortège, parfois des mammifères qui accompagnent à la fin de vie, on aurait tendance à dire que oui. En même temps qu'il se sait mortel, il porte en lui l'essence de l'immortalité. C'est-à-dire que l'humain ne souhaite pas mourir. Il est, je dirais, partagé entre la pulsion de vie Eros, pulsion Thanatos, qui se fréquentent et qui, tout au long des années de la vie, dans l'échelle des âges, se côtoient, entrent en dialogue pour tenter de rester toujours et partout le sujet de son histoire. C'est au mi-temps de la vie, entre 40 et 50 ans, que l'homme et la femme posent un premier regard existentiel, en se disant, c'est vrai que je suis mortel, je fréquente les gens du grand âge, mes parents, mes grands-parents, je vis une réalité profonde, j'entre dans une chronicité de vie et qui fait se dévaler 40, 45, 50, 55. On dirait que c'est par 5 qu'on compte. La semaine dernière, je disais 65 le mois prochain.
Puis là, je prenais mon café et je disais, non, non, pas 65, attends, 40, 45. Je comptais pour essayer d'agripper une identité dans le parcours des âges. Je vous invite à réfléchir avec moi sur les enjeux de l'accompagnement qui, au terme de la vie, est appelé à l'ultime expérience de la fin d'une existence. Quelles sont les peurs qui habitent la personne âgée, cet adulte âgé, l'adulte que Margaret Mead utilisait? Elle a risqué une expression, l'adulte qui est toujours en maturation. L'adulte âgé, l'adulte très âgé. Comme s'il était encore inachevé la vie durant et qu'il y avait une capacité de résilience en lui. Un être inachevé. La peur de souffrir, donc, la peur de mourir seul et l'angoisse de l'après peut amener à dire, si jamais j'ai l'Alzheimer, aussi bien qu'on me le dise, je ferai un petit voyage en Suisse, peut-être. Non, j'ai une cousine en Belgique, peut-être que... Et je ne veux pas caricaturer ni entrer dans la dérision. Et si j'avais une démence aussi, et si j'avais une maladie qui allait m'enfermer comme le lock-in syndrome, ou qu'avec le clignement de l'œil seulement, mais ça, ce n'est pas la dignité, Valois. Alors, l'Occident, le développement, la maîtrise des savoirs, nous a donné comme paradigme que si ce n'est pas là, si je n'ai pas la forme, ce n'est plus la dignité. Donc, aussi bien en finir. Comme on est une société supra-pratique et qu'on a tout au bouton, on dirait, vous savez, docteur, on va arranger ça. Ce livre ici, le grand déclencheur de ce livre ici, 4 ans, 3 ans, 4 ans, dans un café, un professionnel me dit, lorsque je ne pourrais plus marcher sur les terres que je me suis acheté sur ça, est-ce que je ne pourrais plus aller comme, je m'arrangerai pour en finir. Et ça a été profondément en moi un gros déclencheur. Et je me suis dit, ce papa, il a des enfants, il a une épouse, il y a un oncle, il y a une tante, il y a une communauté. Comment sommes-nous arrivés à technocratiser, instrumentaliser ma peur et mon angoisse, mais je voudrais, dans un acte libre, pouvoir décider d'une euthanasie anticipée. Et là, en dedans de moi, tout a dérapé. Et évidemment, j'avais commencé à réfléchir depuis 20 ans. On a eu dans le Nouveau-Brunswick, on a lancé Jeanne Malve sur les soins palliatifs. On a eu un généticien, on a eu un éthicien, le professeur Vespiren de Paris qui est venu. On a eu beaucoup de collègues qui, avec nous, ont réfléchi. Mais je me disais, si j'ai écrit sur l'art de vivre la retraite, si j'ai écrit sur l'art d'avancer dans les âges, mais je veux écrire sur l'art de mourir aussi. Pour que je puisse demeurer le sujet libre du processus d'entrée dans ma fin de vie. Puisque la mort est un processus. Donc, Albert Jacquard va nous dire à un moment donné, eh bien, je suis un morceau d'univers qui sait que demain existera. Puisque nous savons que demain existera, nous ne pensons pas à la mort, du moins nous ne souhaitons pas y penser, puis encore moins en parler. Aux funérailles d'une dame âgée, j'observe une autre fois qu'on ne se rend pas au cimetière. Nos rituels ont vraiment tout à fait été transformés. On peut dire c'est bon, c'est pas bon. La société a voulu, il y a un diktat qui fait que
occidentale liée à la conférence que j'ai donnée tout à l'heure, à la surutilisation de l'hémisphère gauche, il n'y a pas de place au senti, à l'émotion. Les pleurs n'ont pas de place. Il y avait les pleureuses de Charles Aznavour, la maman, et je crois peut-être c'est celui-là qui nous a mieux parlé du rituel de la mort. Et donc, seuls les porteurs et les responsables de la maison funéraire se sont rendus à la fosse. En Occident, donc, le déni du corps mort peut être non seulement individuel, mais collectif. On connaît les travaux de Philippe Ariès sur l'histoire de la mort. On connaît comment il dit que d'une mort apprivoisée, à une époque des 2 siècles derniers, on a évincé la mort, et la mort est devenue le tabou. Ce n'est plus la sexualité qui est un tabou. La sexualité, maintenant, a pris la place. On y a tellement tourné autour de tout ça, à un moment donné, et on lui a donné plein écran. On y entre maintenant, c'est la mort, qui est le tabou actuel. Et la seule mort qu'on côtoie, c'est la mort des guerres, la mort virtuelle. Les jeux vidéo. Les adolescents deviennent les nouveaux chevaliers de la guerre. Parfois, chez certaines personnes fragilisées par la vie, les tueries virtuelles s'incarnent concrètement dans les écoles et les universités. Place publique, d'ailleurs dans notre pays. On a vu ce qui est arrivé dans l'un des pays nordiques. L'Ordre des médecins français disait « Nul ne peut être spectateur de sa mort, c'est la mort de l'autre qui cause l'effroi. » Notre société ne veut plus assumer l'agonie, elle a peu à peu fait disparaître les rituels entourant la mort pour en faire un événement banal, une abstraction. D'autres hommes et d'autres femmes vont souhaiter occulter la mort et la fin de vie. Une commission canadienne-québécoise est arrivée et elle a dit, voilà, est-ce qu'on peut regarder les grandes questions de l'euthanasie, du suicide assisté, de la sédation terminale, le refus de traitement, l'acharnement thérapeutique. Et là, elle est en train de rédiger ces dernières recommandations. Est-ce que la perception de notre vieillissement à venir, avec la perte d'autonomie qui l'accompagne très souvent, avec l'assistance peut-être d'une tierce personne, avec l'hospitalisation possible ou l'entrée en maison d'hébergement, peut provoquer en nous une réaction de peur et d'angoisse et nous inciter à prendre les dispositions pour librement disposer de notre vie avant que survienne une fin insoutenable et inacceptable. Voilà la question. Voilà la réflexion. Tu nous invites, Valois, à entrer dans le monde de ça, euthanasie, suicide assisté, sédation terminale, refus de traitement. Quel est le rapport du médecin par rapport à sa propre souffrance à lui? Quel est le rapport du soignant en lien avec la peur de mourir? Quel est l'impact de la famille qui entoure? Nous avons tous eu le témoignage d'une bonne mort. La peur du vieillissement, unique antichambre et première étape de l'euthanasie, est peut-être l'expression d'une génération qui refuse toute forme d'impuissance, de dépendance et de faiblesse. Et mourir dans la dignité, le langage qu'on a tenu, le langage que Radio-Canada a tenu en allant voir M. Latimer dans l'Ouest canadien, lorsque M. Latimer tenait sa fille, qui lui souriait, on ne s'est pas arrêté sur le sourire que la fille donnait à son papa. On n'a pas pu s'arrêter non plus sur la souffrance du papa, isolé dans une ferme.
Mais on s'est arrêté sur le geste mortifère d'un tuyau d'exhaust qui entrait dans la voiture et qui a donné la mort à la fille de 12 ans. Et on a dit, et Radio-Canada a récupéré 3-4 émissions, eh bien on lui a tapé 22 ans de prison, mais c'est quoi? Il ouvre les portes sur la mort dans la dignité. On a faussé le rendez-vous. Ça m'a fait réagir. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse rencontrer M. Latimer comme papa, comme homme, comme citoyen, dans son repère abandonné d'une ferme de l'Ouest canadien. Lui, il portait toute seule sa souffrance. Et c'est là où on n'a pas pu le rencontrer. On ne posera pas un jugement sur son geste, c'est pas ça. Non, je ne pensais pas que j'allais ouvrir ça tout de suite, là. Nous ne savons pas, nous avons beaucoup de savoir, mais nous ne savons pas comment la mort se vit. Et le cri de M. Latimer c'était important qu'on valide, qu'on l'entende dans son cri. Et je regardais M. Latimer dans la télévision après l'entrevue. Ça me rentrait dedans. Quand je regardais cet homme qui marchait maintenant sans la présence de sa fille. En fait, on pourra tout à l'heure avoir un espace d'échange là-dessus. Après maintes lectures, accompagnement de personnes très âgées, je crois que quand la personne âgée, et là on n'entre pas dans du cas par cas, on n'entrera pas dans les gens qui ont un visage défiguré par une tumeur, ils ne peuvent plus voir, plus sentir, plus manger, avec un soluté. On n'entrera pas dans le locking syndrome, enfermé, prisonnier dans un corps, avec un clin d'œil, pour dire que je suis vivant. Ce sont des cas par cas. Mais il y a des nuances actuellement scientifiques, médicales et culturelles qui nous amènent à entendre ces personnes-là, les accompagner, et vous allez les découvrir dans certains scénarios que j'ai développés dans le livre. Lorsque la personne demande l'euthanasie, c'est une personne qui n'en peut plus. Il lui manque, oui, l'espoir, oui, il lui manque la main tendue, oui, il lui manque les soins appropriés, oui, il peut lui manquer une résilience d'amour, mais advenant qu'elle a tout ça, lorsque la personne a trop souffert, lorsque sa vie a été un combat, lorsque les malheurs se sont accumulés, on est encore appelé comme soignant, dans ce que j'échangeais à Dalhousie et Campbellton, à aller à la rencontre d'une personne et non pas d'un symptôme, non pas rencontrer une personne dans son diagnostic. Actuellement, l'Association des 65 foyers de soins du Nouveau-Brunswick va devenir l'Association des soins de longue durée, éventuellement. Ça va évoluer. Puisque chez soi, on aménagera les espaces pour que le processus d'entrée dans la fin de vie soit un espace de croissance et de développement avec les nôtres. Au Canada, en 1994-1996, une commission sénatoriale n'a pas recommandé